Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Par simplicité, nous vous demandons de couper vos micros pour que la conférence soit plus fluide. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'échanger avec nous, vous retrouvez dans le fil de la conversation la conversation sur laquelle vous pouvez échanger avec nous, donc via le chat. La touche se trouve en haut de votre écran. Vous avez une touche afficher la conversation qui vous permet d'échanger avec nous. N'hésitez pas, si besoin est, vous pouvez désactiver le micro, bien entendu, mais ce sera beaucoup plus fluide avec les micros désactivés. Donc, je me présente, je suis Olivier Coelho, gestionnaire de patrimoine au sein de la structure ADEX Patrimoine. Nous sommes très heureux de vous retrouver une nouvelle fois autour de nos ateliers d'ADEX. Pour rappel, nous donnons rendez-vous tous les premiers jeudis du mois à nos clients, à nos prospects, pour vous apporter donc des informations, des pistes de réflexion autour d'un thème différent chaque mois qui sera présenté et qui est présenté soit par nos collaborateurs, soit par certains de nos partenaires. Initialement, donc, nos ateliers se tenaient en présentiel et nous sommes donc adaptés à la situation sanitaire en proposant depuis le mois de septembre nos ateliers sous forme de visioconférence. Je profite également de ce moment pour vous inviter dans le fil de la conversation, donc via le chat, si vous le souhaitez, à nous partager vos idées de thèmes pour nos prochains ateliers. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous présenter le déroulé de notre entretien, de notre atelier du jour, pardon. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les activités du groupe ADEX. Dans un second temps, nos experts vous exposeront donc le sujet du jour. Le sujet du jour, donc je vous rappelle, ce sont les obligations sociales de l'employeur. Et dans un dernier temps, je vous propose un moment d'échange durant lequel nous répondrons à vos questions. Donc, soit questions que vous nous poserez en direct, soit si vous souhaitez au fil de l'atelier, le poser via le chat. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'éléments plus complémentaires, à nous envoyer un mail et puis nous prendrons contact avec vous dans la foulée. J'espère que le visuel est bon et que le visuel que nous partageons se met à jour. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, pareil, je vous invite à prendre la parole. Donc, pour vous présenter ADEX. Donc, le groupe ADEX est composé à ce jour de 3 pôles d'activité destinés à nos clients entreprises et à nos clients particuliers. Donc, le pôle entreprise, au sein duquel nous accompagnons nos clients professionnels sur toute la sphère entreprise. Donc, ça part de l'expertise comptable, en passant par la paye, la gestion sociale, le juridique, etc. Le but étant d'accompagner de manière globale l'entreprise et le chef d'entreprise. Un second pôle gestion des revenus locatifs, donc qui est dédié à la gestion comptable et fiscale de nos clients investisseurs en immobilier, qu'ils soient professionnels ou bien particuliers. Dans ces 2 pôles d'activité, nous mettons à disposition de nos clients un espace online. Espace online qui a pour but d'offrir un espace personnalisé, un accès 24 heures sur 24 et des échanges de documents rapides et sécurisés. Ensuite, nous avons l'univers de la gestion de patrimoine. Donc, au sein de cette structure, nous accompagnons nos clients de manière personnalisée. Nous accompagnons nos clients sur du conseil sur mesure. On balaye toute la sphère patrimoniale, donc tant sur les investissements financiers que les investissements immobiliers. On parle également d'optimisation fiscale, de transmission du patrimoine, protection conjoint, enfants, retraite, etc. Point très important auquel nous sommes attachés, c'est que nous ne proposons aucun produit ni financier ni immobilier. Le but étant de conseiller, d'accompagner les clients, de co-construire des stratégies patrimoniales adaptées. Donc voilà pour la présentation de nos différentes activités. Je vais vous présenter maintenant les équipes commerciales, donc équipes commerciales qui sont chargées d'accompagner nos clients, de les mettre en relation avec nos experts et de répondre aux différents questionnements. Donc vous retrouverez les coordonnées de toutes nos équipes commerciales, le slide de la présentation et qui sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Je vais maintenant laisser la parole à Nathalie Drevon et Marie Thomas qui vont vous présenter le sujet du jour. Donc, sujet du jour, comme je vous l'ai expliqué, les obligations sociales de l'employeur. Si vous souhaitez, et je le rappelle,
poser vos questions. Vous avez sur le fil de la conversation, le fil de l'événement, en haut à droite, afficher la conversation et ça vous permet de nous poser vos questions en direct de présentation. Je vous souhaite une très bonne présentation et je vous dis à tout à l'heure. Nathalie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Donc, le thème du jour, donc les obligations sociales de l'employeur. Donc, nous allons évoquer donc les principales obligations afin de vous sensibiliser et que vous puissiez après donc checker ce sur quoi vous êtes conforme et ce sur quoi il faut soit vous améliorer, soit carrément mettre en place puisque vous ne l'avez pas encore fait. Donc, on a établi plusieurs thèmes. Donc, on va parler tout d'abord de l'embauche, ensuite des registres, du comité social et économique d'ICSE avec le règlement intérieur, une partie sur la santé et la sécurité, le handicap et enfin l'adaptation. Donc, c'est un petit peu long au niveau du réseau pour changer les slides. Ouais. Alors, j'ai un petit souci technique. Normalement, le slide devrait bouger, mais il ne bouge pas. Nathalie, je vais essayer de reprendre le contrôle. Ça fait partie, désolé, des problématiques du temps. Je vais essayer de regarder si je peux te faire passer les… Est-ce que c'est bon, Nathalie? Ouais, c'est bon. Donc, du coup, je suis pas… Donc, nous avons forcément donc l'obligation de fournir un contrat un travail et de rémunérer le salarié. Il faut au préalable donc effectuer la déclaration préalable à l'embauche, donc au plus tôt 8 jours avant l'embauche du salarié, au plus tard 1 jour ouvré avant la date de début du contrat de travail, et normalement une copie doit être donnée au salarié. Il faut être vigilant en ce qui concerne les travailleurs étrangers qui viennent hors de l'Union européenne. Une demande doit être faite auprès de la préfecture au moins 2 jours ouvrables avant l'embauche. Il faut être très vigilant également par rapport au visa de travail, s'assurer déjà qu'ils en ont bien un. Au niveau de la validité également, parce que du coup, voilà, ça peut vite poser des soucis. En cas de défaut donc, de toutes ces obligations-là, on peut avoir donc, des sanctions administratives, des sanctions civiles qui sont essentiellement des régules de cotisation, et ça peut aller jusqu'à des sanctions pénales, donc 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour une personne physique et 225 000 € d'amende pour une personne morale. Donc, du coup, ça chiffre pas mal. Je te laisse tourner, Olivier, pardon. Pardon. Ensuite, on a bien sûr l'obligation de rédiger un contrat de travail. Donc, contrat à durée indéterminée, déterminé, temps plein, temps partiel, ça peut être contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Il faut bien penser également, si on a une prolongation de contrat à durée déterminée, de rédiger un avenant. On doit aussi rédiger un avenant sur un contrat à durée indéterminée s'il y a des modifications de clauses contractuelles. Ça peut être notamment d'un véhicule. Là, dans le cadre de la crise sanitaire actuellement, on a mis en place le télétravail, donc voilà, des avenants concernant le télétravail. L'idéal aussi, c'est de convenir et de mettre en place une charte dans l'entreprise concernant le télétravail afin d'encadrer tout cela. On doit bien sûr réaliser un bulletin de salaire, respecter la réglementation du travail, donc en fonction de la convention collective, des différents accords d'entreprise qu'on peut avoir, de l'usage de l'entreprise, de la durée légale du travail, être conforme aussi avec les salaires minima ou conventionnels, les différentes clauses du contrat de travail qui auraient pu être
rajouter en fonction du poste qui a été déterminé. Il faut également suivre les horaires de vos salariés et éventuellement établir de la planification. Si ce sont des salariés avec des changements d'horaire ou des postes qui tournent, donc il faut que ce soit planifié un petit peu à l'avance pour que voilà, tout le monde, que pour l'employeur ce soit mis en place et que le salarié soit aussi en confort et puisse s'organiser de son côté. On a aussi l'obligation donc de faire adhérer l'entreprise et adhérer les salariés donc à la médecine du travail, à la mutuelle, à tout ce qui est prévoyance obligatoire et après bien sûr les organismes obligatoires, URSSAF, retraite. Donc voilà pour les adhésions. En ce qui concerne la médecine du travail, donc il faut faire adhérer l'entreprise et on doit faire des visites d'information et de prévention. Donc l'objectif, faire le point avec le salarié sur son état de santé et voir si le poste sur lequel il a été embauché est adapté donc à son état de santé et si besoin, faire apporter à l'employeur les modifications nécessaires. Donc la réalisation doit se faire dans les 3 mois qui suivent l'embauche. Par contre, pour tout ce qui est mineur, travailleur de nuit, c'est obligatoire avant l'affectation du salarié sur le poste. Et il faut également faire une visite lorsqu'il y a eu des arrêts maladie de plus de 30 jours ou un retour de congé de maternité ou un retour de congé parental. Il y a des risques aussi, des contraventions qui peuvent aller jusqu'à 3 000 € d'amende. Il y a un engagement de la responsabilité civile de l'employeur si ça n'avait pas été fait et qu'il y ait un accident derrière. Et en cas de manquement de visite, le salarié peut même aller jusqu'à demander le licenciement, la rupture de son contrat de travail pour ce manquement. Donc, je laisse la parole à Marie pour la partie registre. Bonjour à tous. On va attendre un petit moment. Je pense qu'il faut que tu coupes ton son, Nathalie. Je l'ai coupé, en bas. C'est bon, c'est revenu. On va y arriver. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de toute la partie registre, donc les registres et puis tous les documents obligatoires que l'employeur doit conserver au sein de l'entreprise et qui concernent ses employés. Donc, le premier, et puis celui qui est en général bien connu des employeurs, c'est le registre unique du personnel. Le registre unique du personnel, c'est quoi? C'est le registre qui consigne les informations les plus importantes, les informations principales des salariés, leur identité, leur poste, la qualification, le contrat de travail, la date d'entrée, dans un document, et ça au fur et à mesure de l'arrivée par ordre chronologique des salariés. Donc, c'est bien par ordre chronologique d'arrivée. Ça peut être sous forme papier, donc c'est les registres qu'on peut acheter sous forme de cahier avec toutes les colonnes prédéfinies de tout ce qu'il faut remplir, etc. Ou maintenant, il y a des formats électroniques qui existent et qui sont mis à disposition par des fournisseurs, sachant qu'on ne peut pas faire ça, par exemple, sur un fichier Excel. Au niveau des garanties, ça ne suffirait pas.
Il faut vraiment que si on est sous forme électronique, l'authenticité soit garantie, c'est-à-dire la même authenticité que si on remplissait quelque chose à la main, qu'on ne puisse pas effacer une ligne, etc., comme on pourrait le faire sur un fichier Excel. Donc ça, c'est du formalisme, mais c'est vraiment très important. Et en cas de contrôle de l'inspection du travail, contrôle URSSAF, etc., c'est vraiment le premier document qu'on met à disposition des inspecteurs. Ensuite, il y a une autre information qui est importante à propos du registre unique du personnel. Donc, on doit y faire figurer évidemment tous les salariés. Bon, jusque-là, ça va. Donc, salariés en CDI, CDD, peu importe le contrat, y compris les apprentis, y compris les personnes qui sont en contrat de professionnalisation. Et on doit aussi indiquer les stagiaires, même s'ils n'ont pas de rémunération, parce que vous savez que les stagiaires, en deçà d'un certain seuil et d'un certain niveau, on n'est pas forcément obligé de les rémunérer, mais ils doivent figurer dans ce registre. Et puis aussi les intérims. Donc même si un intérim, ce n'est pas un salarié, c'est un salarié d'une agence d'intérim qui travaille dans l'entreprise et il doit y figurer aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, mais c'est bien obligatoire de faire figurer toutes ces personnes-là dans le registre unique du personnel. Donc ça, c'est pour le principal. J'ai commencé par le plus gros. Ensuite, on a des choses un petit peu plus annexes comme le registre des contrôles de sécurité. Donc en fait, ça, le registre en soi n'est pas obligatoire, mais c'est en fait le fait de pouvoir prouver en tant qu'employeur qu'on a fait tous les contrôles et les vérifications de sécurité nécessaires dans l'entreprise pour assurer la sécurité de l'entreprise en elle-même déjà et de ses collaborateurs, donc c'est tout ce qui est contrôle technique des installations, maintenance, etc. Au niveau des documents qui doivent être conservés dans l'entreprise et mis à disposition, donc il y a évidemment la convention collective applicable. Donc, suivant votre secteur d'activité, vous avez une convention collective qui vous est applicable, qui est indiquée d'ailleurs sur le bulletin de paye de vos salariés. Et celle-ci doit être mise à disposition de votre personnel. Et il y a évidemment d'autres documents qu'il faut vous conserver en cas de contrôle URSSAF ou de l'inspection du travail, très simplement les bulletins de paye, les contrats de travail, voilà, ce genre de choses. Et en général, l'obligation de conservation, c'est 5 ans après le départ du salarié de l'entreprise. C'est la même chose pour le registre unique du personnel. La personne doit y figurer 5 ans après son départ. On doit pouvoir justifier encore de son inscription sur le registre 5 ans après son départ de l'entreprise. Donc voilà, là on est sur des risques un petit peu plus limités que ce que Nathalie a évoqué, mais voilà, on est quand même sur des risques et notamment en cas de contrôle URSSAF ou de l'inspection du travail. Si on continue au niveau des registres, on a le deuxième gros morceau au niveau des registres qui est sur la page suivante. C'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc ça, on a sûrement dû vous en parler. Donc, qu'est-ce que c'est que le document unique d'évaluation des risques professionnels? C'est un document qui liste en fait les risques qui sont encourus par les travailleurs et toutes les actions de prévention, de protection qui sont menées dans l'entreprise et par l'employeur. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aider à la preuve et pour satisfaire l'obligation légale de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé, de protéger la santé de ses salariés. Donc, en fait, ce document, c'est un document qui, à partir de la liste des risques ou des dangers que présente un équipement dans votre entreprise, une machine, un procédé particulier qui présente des risques, un produit que vous utilisez qui présente des risques. Donc, c'est déjà lister tous ces éléments-là, les analyser suivant des critères propres à l'entreprise que peuvent être, par exemple, la fréquence d'utilisation. Si c'est un produit qui est utilisé plusieurs fois par jour par les salariés dans l'atelier, par exemple, évidemment, dans votre analyse, ça va être un risque pour lequel il va falloir faire des actions. Donc ça, c'est voilà, les priorités. Et ensuite, une fois qu'on a bien listé et analysé, évidemment, il va falloir prouver qu'on fait les actions de protection
et de prévention nécessaires pour prévenir les risques identifiés et ceux qu'on a identifiés comme les plus importants dans l'entreprise. Donc, ces registres doivent être mis à disposition, ce registre doit être mis à disposition des salariés et évidemment, toujours pareil, en cas de contrôle de l'inspection du travail. Et il doit être mis à jour au moins une fois par an, ça c'est le minimum, donc il faut prouver qu'on l'a mis à jour au moins une fois par an, donc ça il faut tenir les dates de mise à jour. Après chaque accident, si l'accident fait changer votre analyse du risque, etc., ou si c'est éventuellement quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé. Et ensuite, ce sur quoi je voulais vous attirer votre attention, c'est évidemment en cas d'incidence forte d'un événement extérieur type crise sanitaire Covid-19, tout ce que vous avez mis en place pour pallier à ce risque dans votre entreprise, tout ce qui est protocole, etc., doit être inséré dans votre document unique d'évaluation des risques, parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise. Donc ici aussi, on a des risques, évidemment, je ne vais pas forcément les détailler, mais voilà, on est sur des amendes qui peuvent être importantes. C'est à la mode. Et ensuite, alors en lien avec le CSE dont va vous parler Nathalie, il faut, quand on est dans une entreprise où il y a moins de 50 salariés, il faut un registre du comité social et économique, donc où il y a toutes les notes écrites exposant les demandes des délégués du CSE et les réponses de l'employeur. Donc ça, c'est une obligation aussi, sachant que quand on passe le seuil de 50 salariés, ce document n'est plus obligatoire et cette obligation est remplacée par celle de devoir écrire et rédiger des PV de réunion du CSE. Donc voilà, enfin, suivant le seuil d'effectif, on est sur des obligations plus ou moins détaillées. Et enfin, dernier élément concernant les registres, qui est en lien, alors c'est plus tout à fait un registre, mais c'est un document obligatoire à afficher dans l'entreprise, c'est, vous savez, l'affichage obligatoire, le fameux panneau qu'il faut mettre à disposition des salariés. Donc c'est la slide suivante. Donc ça, il est obligatoire dès l'embauche du premier salarié. Vraiment, à partir du moment où on a un salarié, il faut que ce document soit affiché. Sous peine d'amende, et il doit être accessible des salariés, de tous les salariés, donc à un endroit accessible de tous. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a sur ce document? Il y a toute une liste d'informations. Alors pareil, selon les seuils d'effectifs de votre entreprise, si vous êtes entre 0 et 10, 10 et 50, plus de 50, le nombre de mentions augmente en fonction de la taille de l'effectif. Mais voilà, on doit y indiquer notamment les horaires normaux de travail, les jours de repos, les modalités de prise, la période de prise de congé payé, la convention collective applicable, les coordonnées de l'inspection et de la médecine du travail, enfin voilà, tout un tas d'informations dont les salariés doivent pouvoir avoir connaissance dans le cadre de leur entreprise. Alors, donc, du coup, je reprends la main pour le comité social et économique et le règlement intérieur. Donc, ce que je vais vous dire, ça reste assez succinct quand même, hein. Donc, du coup, vous devez avoir donc, des représentants du personnel à partir de 11 salariés. Les élections se font tous les 4 ans. Au niveau du seuil des effectifs, il faut regarder sur une période de 12 mois consécutifs pour voir si on a bien eu ces 11 salariés. Et ça, c'est revu tous les 4 ans en fonction des nouveaux seuils que vous pouvez avoir. Dès qu'on atteint les 50 salariés, il doit être mis en place un règlement intérieur qui va du coup encadrer les modalités de fonctionnement de ce CSE. Donc, comment on va se réunir, comment en fait comment ça va fonctionner entre l'employeur, les salariés, ce qu'on va mettre dedans.
Donc voilà, donc, comme je vous disais, ça restait assez succinct sur ce qu'on vous indiquait sur le CSE et le règlement intérieur. Donc Marie va poursuivre avec la partie santé et sécurité. Alors, pour la partie santé et sécurité, en plus de ce qu'on vient de dire, parce que ça c'est une obligation générale qui se recoupe avec plusieurs choses qui ont déjà été évoquées avant, notamment les registres dont j'ai parlé. Juste, voilà, un petit point là-dessus. L'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, c'est une obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une distinction juridique. Obligation de résultat. Une obligation de résultat est différente d'une obligation de moyens. Une obligation de résultat, c'est-à-dire que la responsabilité de l'employeur, elle pourra être engagée même en l'absence de faute. À la différence d'une obligation de moyens, où l'obligation de moyens, à partir du moment où vous pouvez prouver que vous avez mis en place des choses, que vous avez fait, entre guillemets, tout ce que vous pouviez pour assurer cette obligation de santé et sécurité, la responsabilité de l'employeur ne pourra pas être mise en cause. Là, on est sur une obligation de résultat. À partir du moment où le résultat n'y est pas, la responsabilité peut être engagée. Donc voilà, c'est une notion qui est forte et c'est pour ça notamment que voilà, des sujets comme ça au niveau de la responsabilité de l'employeur au niveau social et de ses salariés sont importants parce qu'il faut vraiment mettre en place alors évidemment, les choses obligatoires, c'est une certitude, mais voilà, mettre en place le plus de choses possibles pour prouver et pour arriver à cette obligation de résultat. Donc voilà, ça concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc on parle des risques, de tous les risques, donc des risques physiques et psychosociaux évidemment. Et puis voilà, enfin on a remarqué ce point-là par rapport au contexte sanitaire et le protocole qui a été mis en place dans votre entreprise par rapport à l'épidémie de Covid-19. Et pour respecter son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses salariés, l'employeur du coup doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail. Il doit mener des actions de formation et d'information de ses salariés sur la santé et la sécurité et permettre une organisation et des moyens de travail adaptés à ce risque-là et à cette obligation-là surtout, notamment au niveau des équipements de protection individuelle et collective, par exemple les gants, les masques, quand on manipule des produits dangereux, enfin voilà, ce genre de choses. C'est vraiment une obligation là générale sur laquelle on a voulu faire un point et insister sur la responsabilité et l'obligation de résultat de l'employeur. Ensuite, au niveau de la santé et de la sécurité, donc on vous a mis ces 3 points auxquels nous avons pensé. Donc, premièrement, il y a vous savez, les sauveteurs secouristes du travail, donc les SST. En soi, ils sont obligatoires dans des cas relativement restreints, enfin, suivant l'activité de votre entreprise. Donc, il faut en fait que dans vos ateliers, il soit effectué des travaux dangereux. Ou que vous travaillez sur des chantiers, donc soit dans votre atelier on effectue des travaux dangereux, soit vous ne travaillez pas dans votre atelier mais à l'extérieur de l'entreprise sur des chantiers, chez des clients, etc. Des chantiers qui regroupent plus de 20 personnes pendant plus de 15 jours et qui impliquent des travaux dangereux. Donc voilà, ça ne s'adresse pas forcément à toutes les sociétés. Le niveau obligatoire de désigner, de nommer des SST, par contre, voilà, nous on le recommande dans le sens où c'est un élément de plus qui permet de satisfaire l'obligation de santé et de sécurité de son entreprise et de l'employeur. Ensuite, au niveau des formations incendie et évacuation, alors on va déjà parler de l'évacuation. Quand vous êtes
sur des seuils de moins de 50 personnes, la formation de vos salariés, elle doit être sur l'évacuation. À partir du moment où vous n'avez pas de matériaux inflammables dans l'entreprise et que vous êtes moins de 50, une formation à l'évacuation suffit, les exercices, etc. Et si à partir du moment où on utilise des matériaux inflammables, évidemment, il faudra former vos salariés à appliquer les consignes de sécurité en termes de donner l'alarme, former à tout ce qui est extincteur, utilisation des extincteurs et tout ça. Et enfin, l'habilitation électrique, elle est obligatoire si tout simplement il y a un risque électrique au sein de l'entreprise. Donc à ce moment-là, il faudra former vos salariés à ce risque-là. Pour la partie donc handicap, donc il est bien entendu qu'on parle de tous les handicaps, hein, pas forcément un handicap moteur qui peut se voir, hein, tout doit être pris en compte et tout employeur d'au moins 20 salariés doit employer donc des personnes en situation de handicap dans la proportion de 6% de son effectif. À défaut de respect de cette obligation, l'employeur est tenu de verser une contribution annuelle qui dépend de la taille de son entreprise et du nombre de bénéficiaires manquants. Donc, cette contribution peut aller pour les entreprises qui sont donc entre 20 et 199 salariés jusqu'à un peu plus de 4 000 € par unité manquante, c'est-à-dire par personnel handicapé qui n'aurait pas été embauché donc, dans l'entreprise. Et cette contribution peut être également majorée si il n'y a pas eu d'action dans les 3 ans suivant ce manquement. On a également, donc, pour toutes les entreprises qui ont au moins 20 salariés, donc, à compter de cette année, donc, une déclaration obligatoire des travailleurs handicapés qui va se faire pour la première fois en début d'année et par le biais donc, des déclarations sociales, donc les DSN. Donc du coup, voilà, être vigilant par rapport à cette notion de handicap parce qu'on ne l'est pas suffisamment et en faisant on peut vite être à 20 salariés et on n'a pas forcément donc une personne avec une notion de handicap dans notre effectif. Et je vais finir avec la notion d'adaptation. Alors, l'employeur a une obligation d'adaptation de son salarié tout au long de sa vie professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En fait, c'est une notion d'accompagnement du salarié par de la formation, de l'adaptation à un poste de travail, c'est-à-dire que si pour X raison le salarié ne peut plus occuper son poste initial dans l'entreprise, l'employeur a une obligation d'adapter un poste, alors évidemment sous condition et sous possibilité que ce soit possible dans l'entreprise, mais à ce moment-là, après, ça découle sur d'autres choses si ce n'est pas possible, d'adapter à un poste le salarié. Il a aussi une obligation de le former notamment aux évolutions technologiques qui pourraient survenir dans le cadre de son travail, de pouvoir tout mener pour que l'entreprise puisse s'adapter à l'évolution et accompagner le salarié dans dans sa carrière au sein de la société, donc par notamment, des exemples sont nombreux, mais des bilans de compétences, ce qu'on appelle des VAE, les validations des acquis et de l'expérience, l'utilisation du compte personnel de formation, enfin voilà, tous ces outils qui sont mis à la disposition du salarié pour pouvoir se développer et se former au sein de l'entreprise. Et notamment, un des outils qui est à disposition de l'employeur et du salarié pour satisfaire cette obligation-là, c'est l'entretien professionnel. Donc, l'entretien professionnel qui doit être obligatoirement réalisé tous les 2 ans, à l'initiative de l'employeur, évidemment,
quel que soit l'effectif. Donc voilà, à partir du moment où on a un salarié, on doit satisfaire cette obligation d'entretien professionnel. Et le salarié doit en être informé dès son entrée dans l'entreprise. Donc en général, ce qui est fait, c'est que le droit du salarié à cet entretien professionnel est mentionné dans le contrat de travail. En général, c'est ce qui est fait pour voilà, être sûr qu'on l'a bien informé dès son embauche. Voilà, pour la notion d'adaptation, ce qu'on peut en dire. Donc, en résumé, donc, pour les obligations sociales de l'employeur, donc, le but est d'anticiper les embauches pour bien être dans les clous, conseiller pour toute la partie, donc, être vigilant sur toute la mise en place des registres obligatoires et veiller à toutes les obligations donc, qui découlent du droit de travail et de ce que l'on doit mettre en œuvre pour ses salariés. Donc, du coup, nous pouvons vous accompagner donc, pour tout ce qui est embauche, donc sur la déclaration préalable à l'embauche, les contrats de travail, les bulletins de salaire, tout ce qui est lié à la médecine du travail. Bien évidemment, pour tout ce qui est sur les registres, donc l'accompagnement et la tenue donc, du DUER, les conventions collectives applicables, les registres sur les conditions de travail, les registres de CSE, les affichages obligatoires. Nous pouvons également vous accompagner sur tout ce qui est entretien professionnel, notamment pour vous aider à le construire, construire la trame. Et également pour tout ce qui est lié au CSE et au règlement intérieur, donc en vous aidant à la mise en place des élections, la rédaction du règlement intérieur, les PV de carence s'il y a lieu de faire un PV de carence si personne ne s'est présenté donc, à ces élections-là. Nathalie, Marie, merci pour ces précisions, merci pour ce sujet qui, comme vous avez pu le constater, est très vaste et très fourni et qui vous impose beaucoup de contraintes en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise. Et ce sont des obligations qui peuvent avoir de conséquences très lourdes en cas de non-respect. C'est donc pour ça, et c'est ce que vous rappelez Nathalie, c'est donc la raison pour laquelle on vous propose de vous accompagner dans ces domaines-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sein du groupe, au sein de l'Assemblée ou pas? En tout cas, s'il n'y a pas de questions, c'est que ça a été clair, je l'espère pour vous. Désolé pour les quelques petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer durant cet atelier. Je vous le rappelle, nous nous tenons à votre disposition. Les équipes commerciales sont à votre disposition. Nathalie, Marie et moi-même le sommes également. Vous retrouvez les coordonnées mail de Nathalie sur ce slide. Nous sommes à votre disposition également par téléphone, je vous le rappelle, 04 76 61 3 fois. Et puis, nous attendons vos retours. Nous mettrons en ligne, comme d'habitude, cet atelier sur notre chaîne YouTube que vous retrouverez dans les prochains jours. Si vous souhaitez avoir les slides de manière plus spécifique, vous nous le demandez également, on vous les transmettra par mail. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.